dans cette séquence vidéo de synthèse de la série Comment booster votre modèle économique d'activité pour votre PME avant session. Vous arrivez à l'issue de la série des 9 chapitres que vous avez parcourus depuis 2 mois. Je vous en rappelle la liste, celle des 9 derniers articles, à droite le blog. Premièrement, comment développer votre intimité client pour plus de croissance. Deuxièmement, comment accroître la valeur ajoutée de votre proposition. Troisièmement, comment choisir vos canaux de contact par segment. Quatrièmement, quel type de relation client établir par segment. Cinquièmement, les 7 modèles de flux de revenus clients. Sixièmement, les 4 ressources clés de votre modèle économique. Septièmement, les 3 grands types de modèles d'activité de votre PME. Huitièmement, 2 raisons de nouer des partenariats stratégiques avant session. Et enfin, les 2 grands modèles de structure de coûts pour votre PME. En effet, si vous avez bien suivi les 9 chapitres précédents, vous venez de parcourir un magnifique parcours pour réinventer votre modèle économique d'activité. Certes, pas de fond en comble, mais à la marge. Je suis sûr que cela vous a interrogé sur quelques évolutions possibles et qui sont au moins à tester. Ma conviction est que cela vaut la peine d'être tenté pour vous. Vous avez entre les mains la grille d'analyse du modèle économique de votre PME. C'est un support de créativité pour toute l'équipe de direction de votre PME avant la session. Ce parcours créatif est celui bien sûr de l'approche de Business Model Generation que je vous ai déjà présenté à 2 reprises dans les articles précédents. Plus précisément, les auteurs de cette démarche ont appelé ce parcours de représentation d'une entreprise comme un gabarit ou une matrice de réflexion. La voici avec ses 9 cases, figurant donc les 9 chapitres que nous avons abordés ensemble. Vous allez voir qu'un dessin vaut bien mieux qu'un long discours. Donc cette matrice à 9 cases, dans laquelle vous voyez bien qu'on part de la droite en termes de segment de clientèle, pour après ça décrire la proposition de valeur qui est centrale dans le schéma, revenir sur les canaux de distribution et la relation client, avant que de descendre en dessous, ce qui va générer donc les revenus. Et puis on passe à la partie gauche, en commençant par les ressources clés, puis les activités clés, qui sont assez étroitement liées. On passe par les partenaires stratégiques sur la partie complètement gauche, et on finit enfin par la structure de coût, qui est en dessous de toute cette partie gauche. Alors, on va reparcourir rapidement ces 9 cases pour voir quelles sont les principales questions qu'il faut se poser. Donc d'abord, les segments de clientèle. Pour quel type de client créez-vous de la valeur? Quels sont vos clients les plus importants? Et quels sont ceux les plus dynamiques en termes de croissance? Voilà 3 questions essentielles auxquelles il faut que vous répondiez absolument. On passe maintenant à la proposition de valeur. Quels problèmes clients contribuez-vous à résoudre? À quelles attentes non satisfaites de vos clients essayez-vous de répondre? Et enfin, quelle nouvelle combinaison de produits-services proposez-vous? On passe ensuite aux canaux de distribution. Quels canaux vos segments de clients préfèrent-ils? Et vos canaux sont-ils intégrés? Lesquels sont les plus rentables? En termes de relations clients, quel type de relation propre à chaque segment de client avez-vous imaginé, mis en œuvre? Quel lien avec les autres éléments du modèle économique? On descend donc sur la partie basse, sur les flux de revenus, pour se poser les questions suivantes. Pour quelle valeur vos clients payent-ils actuellement? Que préféreraient-ils payer et comment? Alors on passe dans la partie gauche, avec les ressources clés. Quelles ressources clés pour votre proposition de valeur? Quelle incidence sur votre structure de coût? Au-dessus, activités clés. Quelles activités clés pour votre proposition de valeur, qui est rappelée là sur la partie droite? Et quelle incidence sur vos flux de revenus? Là, nous sommes au cœur du modèle économique. Pour les partenaires stratégiques, quels sont vos fournisseurs clés? Quels sont vos autres partenaires clés que vos fournisseurs? Quelles ressources obtenues auprès de vos partenaires clés, ressources critiques? Et quelles sont les activités clés qu'ils conduisent? Et on descend à la structure de coût. Quelles sont vos ressources clés les plus coûteuses? Quelles sont vos activités clés les plus coûteuses? Et quels sont vos coûts les plus importants? Voilà pour cette matrice à 9 cases. Alors maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est tracer la matrice sur une grande feuille de papier, vous l'accrochez au mur et vous représentez votre modèle économique. C'est comme si, dans cette matrice, on considérait que la partie gauche, c'est celle qui est mue par le cerveau gauche, c'est-à-dire la logique, vous avez vu, les activités, les ressources, les coûts,
Et la partie droite, c'est le cerveau droit, c'est l'émotion, c'est votre fameuse relation au client. Et donc, dans la matrice, vous vérifiez bien que la matrice gauche, c'est l'efficacité, votre proposition de valeur avec tous ces aspects de ressources, d'activités, de partenaires et les coûts. Et la partie droite, c'est bien vos segments de clients que vous avez choisis et avec lesquels vous allez entretenir certaines relations avec certains canaux de façon à maximiser vos revenus. Alors on va prendre un exemple qui illustre tout ceci en termes de matrice, un exemple très connu, qui est donc le modèle économique, qui remonte à bientôt 10 ans maintenant, de l'appareil iPod d'Apple qui est entré en système avec le logiciel iTunes. Donc nous avons les 9 cases et vous allez voir qu'on peut décrire très facilement l'ensemble des caractéristiques de ce modèle. En termes de segment de client, c'est simple, c'est vraiment le marché de masse. En termes de proposition de valeur, c'est ce qu'on appelle une expérience musicale fluide, puisqu'on peut écouter des morceaux de musique numérisés et on peut les télécharger. En termes de canaux de distribution, donc il y avait d'abord les distributeurs de ces appareils. Il y a bien sûr le service internet d'Apple, le iTunes, et puis il y a eu plus récemment les boutiques Apple. En termes de relations clients, il est clair que Apple a créé toute une image de marque au travers de ce dispositif, qui a été imité par d'autres constructeurs, mais sans avoir la même image, et ce qui faisait que pour l'utilisateur, les coûts de changement devenaient importants, donc façon de le fidéliser. En termes de flux de revenus, donc on a les revenus de la vente de l'iPod, et on a aussi la marge sur la musique téléchargée, même si elle est relativement marginale. En termes de ressources clés, donc bien sûr à la base de tout ça, il faut un certain nombre d'équipes. En termes de ressources humaines, il faut bien évidemment surtout une marque, il faut des logiciels, iTunes et puis dans l'iPod, et il faut des contrats avec les fournisseurs de catalogues de musique. En termes d'activités clés, ça a été le design de l'iPod, qui a été absolument déterminant, et la gamme, et puis le marketing. En termes de partenaires stratégiques, il y a les maisons de disques, et il y a également, bien sûr, les fabricants de l'iPod, les OEM. En termes de structure de coûts, bien sûr, les RH, la fabrication de l'iPod et l'ensemble des coûts de marketing et de vente. Voilà l'ensemble du modèle économique d'iPod iTunes, résumé en une page. Conclusion. Certes, l'exemple qui vient de vous être donné fait appel au monde de l'électronique et d'Internet en particulier. Mais il est vrai que beaucoup de nouveaux modèles économiques ont été rendus possibles grâce à Internet. Mais il n'empêche que cet exemple montre bien la facilité avec laquelle on peut résumer les caractéristiques d'un modèle économique d'une entreprise, d'une PME. L'essentiel y est bien représenté. Action, à vous de jouer. Vous avez entre vos mains un magnifique Rubik's Cube. Et la solution à trouver est bien moins difficile que pour le Rubik's Cube, car vous en avez une infinité de solutions, à vous de les tester. Mais le plus important est que vous ne le fassiez pas tout seul. C'est un magnifique exercice de comité de direction, car toutes les perspectives comptent. Le technique, le commercial, l'après-vente, le financier, les RH. C'est un véritable brainstorming stratégique auquel je vous invite. J'attends vos réactions. La semaine prochaine, premier cas d'application, le dégroupage des activités. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.